Ici à l'auditorium Daniel Johnson et sur le web, nous allons entreprendre le dernier bloc d'enjeux que nous allons traiter dans le cadre de cette séance d'information sur les évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. Et ce dernier bloc porte sur les enjeux sociaux. Mais, avant de vous les présenter, il faut que je vous donne la réponse de M. Eppel à la question de M. Bouchard. Alors, M. Eppel, pour les fins de votre compréhension, je vais donner la prise 2 avec une correction. Il a envoyé 2 réponses. Alors, je pense que la prise 2, j'imagine, est la bonne. Alors, on dit malheureusement, comme il s'agissait de la première évaluation environnementale stratégique complétée au Québec, aucune étude sectorielle complémentaire comme celles qui ont été réalisées dans le cadre de l'EES des gaz de schiste et dans le cas des présentes EES, n'a pu être produite. Or, les possibilités de coordination des urgences entre les 5 provinces auraient valu le coût de réaliser une telle étude. C'est ce genre de sujets globaux pour le Golfe qui nous a amenés à formuler une recommandation à l'effet que l'EES de la partie québécoise du Golfe soit étendue à toute son étendue. Les bases géomatiques de cette EES permettraient facilement de considérer l'ensemble du Golfe. Par contre, il faudrait une volonté de toutes les provinces et du fédéral. Alors, on revient avec le fédéral, M. Bouchard, vous en aviez parlé. Alors voilà, donc maintenant les enjeux sociaux. 2 experts et personnes ressources ce soir sont là pour nous présenter les résultats des études. Il s'agit de M. Magela Gauthier et M. Steve Plante. Est-ce que c'est vous qui commencez, M. Plante? Oui. Ah, bon, d'accord. Alors, M. Plante, je vous le présente. Il est professeur en sciences sociales du développement et en développement régional à l'Université du Québec à Rimouski depuis 2002. Il s'intéresse aux modes de gouvernance participatifs, comme la gestion intégrée et la gestion concertée, à la dynamique des acteurs, exemple la distribution de l'accès aux ressources dans la résolution des conflits d'usage, au renforcement des capacités de résilience, à l'adaptation des populations au changement climatique et au développement territorial. Alors, c'est M. Plante qui va nous parler en premier des enjeux sociaux. On vous écoute. Alors, bonjour de tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis un petit peu nerveux de vous présenter ça, surtout que je remplace ce soir Mme Christiane Gagnon, qui est responsable, elle, du chantier directement société. Par contre, moi, j'ai été impliqué, comme vous allez le voir, là, dans une des études. Alors, tout d'abord, c'est pour dire que le mandat du chantier... Oups, j'imagine que j'ai des acétates. Hein? Et voilà. C'est de documenter les enjeux et les impacts appréhendés sur le milieu dans un contexte où il pourrait y avoir de l'exploitation ou dans les hydrocarbures sur l'île d'Anticosti et dans le Golfe. Ensuite, ça a été d'essayer de documenter, de faire le bilan, si on veut, au niveau de 3 ou 4 grands secteurs des sciences sociales pour voir qu'est-ce que pourraient être les conséquences ou les retombées au niveau social, notamment au niveau des impacts sociaux, au niveau de la santé et de la sécurité des personnes, au niveau de certains enjeux au niveau des Autochtones et aussi des questions d'acceptabilité sociale. Lorsque le ministère, les gens qui ont travaillé au niveau des EES ont reçu ces premiers constats-là, ces premiers bilans-là, ils ont décidé de regarder davantage les impacts sociaux, notamment celui du CIREG là, avec Mme Beaulieu. Ensuite, les enjeux autochtones avec Mme Desbiens de l'Université Laval, de l'acceptabilité sociale au niveau de Mme Corinne Gendron à l'Université de Montréal et la santé et la sécurité des personnes par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. De ce grand bilan a découlé certaines préoccupations qui ont demandé justement des approfondissements plus spécifiques, et notamment en Anticosti. Donc, il y a eu environ, par exemple, les impacts sociaux. Je suis un peu cafouillé, hein? Et voilà.
Donc, il y a eu 4 grandes études qui ont été faites à ce moment-là. Il y a eu les impacts sociaux Anticosti et sa capacité d'adaptation. Et ça incluait également tout l'aspect de portrait ou de profil de la communauté d'Anticosti. Ensuite, on a eu un travail sur la cartographie des zones sensibles dans les territoires. Donc, d'ailleurs, M. Magella Gauthier va venir vous présenter ses principaux résultats. Ensuite, il y a M. Papillon qui a fait une étude sur la consultation et la participation des Autochtones. Malheureusement, M. Papillon n'est pas ici, mais il m'a mandaté, en fait, il m'a demandé si je pouvais faire la présentation pour lui. Alors, on l'a monté. Et la gouvernance territoriale et la question d'acceptabilité sociale. Dans le cas de la gouvernance territoriale et l'acceptabilité sociale, incluant celle sur les impacts sociaux Anticosti, les études vont être disponibles là, dans les prochains jours. Alors, je demanderai à M. Magella de... Je ne sais pas si je dois demander à M. Magella Gauthier de venir ou c'est vous. Là, vous retournez vous asseoir là? Il y a une danse ce soir au niveau des enjeux sociaux. Quand même 2 minutes pour vous présenter M. Gauthier. M. Magella Gauthier est professeur émérite à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ses recherches portent sur l'évaluation des ressources et l'aménagement du territoire. Il a occupé le poste de chercheur principal dans le cadre des études sur les enjeux sociaux. C'est bien ça? À peu près. Ce n'est pas les enjeux vraiment, mais c'est sur l'inventaire territorial. L'inventaire territorial. Ouais. Alors, M. Gauthier, on vous écoute. Bon, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Écoutez, en tant que géographe et avec une équipe de géographes à l'Université du Québec à Chicoutimi, on nous a demandé, on a eu le mandat de dresser un portrait le plus fidèle possible du paysage et des usages qui existent sur le territoire en question. Alors, il faut dire que c'est un territoire qui est relativement grand. C'est la dimension de la Pologne, à la fois la partie terrestre et à la fois la partie marine. Et donc, on nous a demandé d'identifier, de localiser, de mesurer et d'intégrer de l'information. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est seulement des images, seulement des cartes. Les géographes sont très forts dans les cartes. Et donc, l'objectif de notre étude, c'était de réaliser un inventaire territorial et une analyse cartographique décrivant le territoire à un moment donné de son évolution, donc ces années-ci, 2014-2015, en matière d'aménagement et d'usage du sol, afin de déterminer des aires de sensibilité du territoire à l'étude concernée par l'exploitation et l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures et gazières. La première image que j'aimerais vous présenter est celle-ci. On nous a demandé de faire un portrait socio-économique du territoire. Alors, on a utilisé 18 variables des caractéristiques socio-économiques. On a traité ça d'une manière statistique. On est arrivé à déterminer qu'il y avait 4 types de MRC concernant l'économie, la démographie, l'évolution, l'âge des gens, ainsi de suite, 18. Alors, si bien qu'on arrive à des je vais me déplacer un peu, si vous voulez, OK? À des trucs qui sont les MRC en vert qui sont en difficulté, celles qui sont en jaune sont au ralenti, celles qui sont en brun, c'est l'évolution, sont en constante, un dynamisme constant, puis les rouges en évolution. Ce qui est à remarquer là-dedans, c'est que celles qui sont en évolution sont toujours animées par un centre urbain important, que ce soit Rimouski, Rivière-du-Loup ou encore Sept-Îles. Donc, ceci, c'est la base. Il y a 336 000 personnes qui demeurent dans ce territoire-là. Et ça indique dans quel milieu socio-économique vivent les populations de ce territoire. Donc, la présentation de notre recherche est une recherche vraiment factuelle sur des faits. Et
on a développé des modèles par la suite à partir de cet inventaire. La suivante me montre quelques données relatives à l'espace. On s'aperçoit qu'il y a 56 du territoire qui est en espace terrestre, 43 en espace marin, en espace urbanisé, vraiment très peu. Et des entreprises agricoles, il y en a 2000 environ. Des aires protégées, c'est en kilomètres carrés de 15 000 kilomètres carrés. Ici, c'est de la forêt très, très importante sur l'espace, évidemment, terrestre. Et si bien que si on continue comme ça, il y a des aires de concentration d'activité de pêche. Et puis, les données que nous avions au départ nous disaient que, quand on a travaillé, qu'il y avait 285 puits et sondages gaziers sur le territoire. Maintenant, comment s'y prendre? C'est pas compliqué, on a divisé le territoire en 12 600 pixels, 1 km par 1 km. Ce qui veut dire que si on multiplie ça par le nombre de couches d'informations que nous avons superposées, que nous avons analysées, ça peut donner autour de 500 millions de données que nous avons traitées dans le territoire. Donc, ce sont tous des données secondaires. C'est-à-dire moi, je ne suis pas allé sur le terrain, sauf avant, quand je suis allé visiter le territoire, plus le territoire terrestre. De cela, on a fait des cartes pour l'ensemble du territoire. Évidemment, je lis un peu moins bien là-dessus, mais ce qui est en vert, c'est la partie forestière. Ce qui est en bleu, c'est la partie marine. Ce qui est en bleu ici, ce sont des aires qui sont vraiment particulières, où il y a des activités, soit de pêche ou des zones de concentration de poissons. On remarque ici les rivières, okay? Il y a des tronçons, il y a des parcs, ainsi de suite. Donc, c'est comme si on se promenait du haut désert, puis au lieu d'avoir l'image Google Earth, ben, on a cette image-là qui vous donne un aperçu du territoire. Maintenant, ce que nous avons fait, nous avons utilisé 32 variables territoriales qui, à la fois des trucs d'utilisation du sol, à la fois que ce soit des territoires agricoles, forestiers, de l'eau, que ce soit des centres, des sites d'intérêt, des terres humides, ainsi de suite. Donc, 32 couches. On les a superposées les unes sur les autres. Vous pouvez vous imaginer que ça fait 12 500 000 petits carrés. Dans chacun des carrés, on sait qu'est-ce qu'il y a. On les a superposés, puis ça nous donne une sommation d'usages. Le maximum d'usages qu'on a pu trouver, c'est 12, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois un carré dans lequel c'est agricole, puis c'est de la forêt, puis c'est une réserve écologique, ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la sommation des couches que nous avons analysées, superposées. Et on se rend compte que dans la partie terrestre, les couches sont moins nombreuses, parce qu'ici, c'est les couches qui sont les moins nombreuses. Et là où ça arrive jusqu'à 12 couches, c'est dans la partie surtout maritime. Je passe à la suivante. Maintenant, cette première image, qui est une sommation, où les valeurs sont égales 1, 1, 1, on s'est dit, si on veut voir vraiment quelle est la sensibilité du territoire, quelles sont les aires qui sont les aires qui sont protégées, ben, on a déterminé qu'il y avait des modes d'utilisation du sol qui étaient vraiment où la protection était intégrale en fonction surtout de la protection légale. Alors, partout où il y a du rouge sur cette carte-là,
ben, ça veut dire que ce sont des composantes majeures qui ont été retenues. Et donc, tous les sites patrimoniaux, c'est en rouge. Les aires protégées sont en rouge. L'espace urbanisé est en rouge. L'espace de villégiature est en rouge. Les réserves autochtones sont en rouge. Et les colonies et aires de concentration d'oiseaux marins sont en rouge également. Ce qui veut dire que on remarque particulièrement que c'est la partie maritime qui est la plus colorée, si on veut, alors que dans les terres forestières en haut, il y a moins de sensibilité. Donc, on appelle ça des aires de sensibilité. C'est plus bas, je répète, plus bas sur les zones terrestres et plus élevé dans les zones maritimes. On a analysé ensemble la partie terrestre et la partie... donc, ce qui donne un pourcentage de, si vous voulez, 8,4 % de terres qui sont en rouge et 43 en orange, ainsi de suite. Puis on a considéré qu'il n'y avait aucun pixel où la sensibilité n'existait pas. C'est sensible partout, à divers degrés. Je vais revenir sur cette carte-là, la prochaine tout à l'heure. On a fait aussi des cartes pour chacune des MRC. Donc, en considérant que les îles de la Madeleine a le même statut qu'une MRC. Bon, donc, 17 MRC, on a des cartes d'utilisation du sol, des cartes de sommation et des cartes de sensibilité. Alors, on a pris l'exemple de la côte de Gaspé, où à la fois des sensibilités extrêmes dans l'eau et aussi, évidemment, parce qu'il y a des parcs et toutes sortes d'activités, toutes sortes d'utilisation du sol, d'espaces protégés par la loi. Je reviens à la carte précédente. Il faut dire. C'est pas celle-là, c'est... Bon, excusez. Celle-là. OK. Bon, vous remarquez sans doute qu'il y a une grande zone ici qui est rouge, puis l'île Anticosti est rouge. Donc, selon l'étude qui a été réalisée, l'île Anticosti est extrêmement sensible selon la classification que nous avons effectuée. Si on regarde l'île Anticosti, on a la carte d'utilisation du sol. La carte ne montre pas la délimitation clairement sur cette image-là des parcs et des réserves écologiques et de tout ce qui existe, mais on voit bien qu'il y a la majorité de l'île est couverte de forêts. Et lorsqu'on fait la sommation des composantes avec le même principe, la même échelle que celle qu'on a vue tout à l'heure, ben, ça nous donne un pourtour ici où il y a des composantes qui sont vraiment en nombre important. C'est tout au long de la côte. L'intérieur, c'est relativement faible. Par contre, comme on revient à la carte de sensibilité, 90 % et plus de l'île est considéré comme extrêmement sensible. Par contre, ça, on s'est dit, bon, maintenant, on pourrait peut-être voir s'il n'y a pas un scénario une façon de voir l'île en considérant le fait que ici, l'habitat faunique est considéré comme une contrainte majeure. Mais si on fait ceci et que l'habitat faunique n'est pas considéré comme une contrainte majeure, on arrive à cet espace, à ceci, c'est-à-dire on a les réserves écologiques dont on a parlé tout à l'heure, le parc qui est ici. L'intérieur reste quand même très sensible selon notre classification. Okay. Alors, voilà, c'est l'essentiel de nos résultats. Et j'aimerais simplement, en terminant, remercier les ministères, les organisations, les individus, les MRC, les associations de toutes sortes qui nous ont fourni de l'information pour réaliser
un projet de, je pense, qui en couvrait vraiment large. Merci bien. Bon, alors, rebonsoir. Bon, là, maintenant, je suis plus dans mes éléments un petit peu. Moi, j'ai reçu un mandat avec mon équipe de travailler sur, tout d'abord, de faire un portrait de la communauté de l'île d'Anticosti avant d'aller plus de l'avant pour une évaluation, en fait, ou une appréciation de la perception que les Anticostiens se faisaient ou se font des risques associés à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures. Donc, dans un premier temps, on a rencontré des gens de la communauté, on a fait un portrait, on y a été au moins à deux reprises. Le portrait ou certains éléments de portrait que je vais vous présenter ont été validés par ceux qui étaient présents lorsqu'on a présenté les éléments. Donc, ensuite, on va parler également un petit peu des éléments relatifs aux capacités d'adaptation et de résilience, qui était la fin de notre mandat. Et malheureusement, on est en train de terminer le rapport. Ça va être accessible là, dans quelques jours, les derniers résultats. Cette démarche-là a été faite notamment grâce à une équipe de 2 personnes qui ont passé au moins 4 séjours sur le terrain et ont été plus de 10 jours chacun des terrains environ, entre 5 et 12. Et grâce aussi à la participation d'une bonne partie de la population de l'île d'Anticosti. On a essayé de diversifier nos approches parce que c'est pas nécessairement évident de débarquer comme ça puis d'essayer d'aller chercher des informations auprès des gens. Donc, on a allié différents types de méthodes, différentes techniques d'enquête, les participations publiques, des méthodes d'évaluation par animation de groupe, des focus group, des assemblées de cuisine, des entrevues individuelles, des sondages. Bref, on a essayé autant que possible d'aller rencontrer le plus de monde possible pour justement être en mesure d'avoir la perception d'un plus grand nombre de personnes. Donc, on a fait également un processus d'accompagnement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rencontrait les gens, lorsque les gens nous posaient des questions à l'équipe par rapport au scénario qui était proposé, parce que nous devions travailler sur la base du scénario plus et du scénario moins, que vous avez sans doute vu ce matin. Donc, nous devions voir à partir de ces 2 scénarios-là, quels étaient les impacts appréhendés. Après s'être rendu compte avec les gens que le scénario plus puis le scénario moins, pour eux, c'était à peu près la même affaire, sauf que c'était juste un petit peu plus long ou un petit peu moins long. Alors, on a convenu, tout le monde, de travailler sur la base du scénario avec développement, qu'il soit plus ou moins, et scénario sans développement des hydrocarbures. Et ça exclut toute actuellement la filière existante sur l'île d'Anticosti pour avoir un point de repère. Donc, on s'est donné comme une définition de travail. Donc, dans le premier travail qui a été réalisé, ça a été à partir comme je l'ai mentionné, à partir des rencontres avec les gens où on a fait un portrait. On a essayé de faire un portrait qui était dynamique et non pas juste un portrait en termes de il y a combien de personnes, il y a combien d'enfants, c'est quoi leur revenu, mais plutôt par rapport à leur perception et à leur vécu de qui ils sont, eux, ces anticostiens. Alors, on s'est rendu compte avec eux qu'ils étaient des résidents très fiers de leur territoire et ça transcende tout le reste de notre rapport qu'on a au niveau du profil, mais également dans toutes les discussions qu'on a eues par la suite au niveau des effets anticipés. C'est un milieu de vie qui est reconnu comme étant tranquille et sécuritaire. Donc, il ne faut pas se cacher que dans les impacts appréhendés, comme on va le voir un petit peu tout à l'heure, de la façon dont comment on a regroupé les données, les gens avaient beaucoup de craintes, étaient très fiers d'avoir un milieu tranquille et sécuritaire, mais il y avait des craintes de perdre cet aspect-là de tranquillité, de sécurité.
Ils ont fait mention également des entrepreneurs qui s'investissaient au niveau local. Et également, un des traits caractéristiques des anticostiens, selon les rencontres qu'on a faites, c'était la capacité de débrouillardise que les gens avaient pour arriver à survivre au cours de l'année, mais également au cours des décennies. On a également mentionné qu'au niveau de leur développement, il y avait des lois et des règlements qui semblaient être inadaptés à leur contexte local, ce qui freinait un peu leur prise en main au niveau de leur image, où ils pourraient être davantage proactifs sur leur développement. Ils se rendent compte également que c'est une communauté qui a des services, mais qu'avec le temps, on voit s'égrener graduellement certains services qui risqueraient éventuellement de produire ou de générer certains facteurs de vulnérabilité, notamment au niveau de la démographie, par exemple. La structure sociale qui est en constante transformation, les gens en sont fiers, mais en même temps, ils constatent que, notamment, le fait d'avoir le discours sur le débat sur les hydrocarbures et qu'ils soient directement concernés comme une île anticostie, que ça a créé certaines tensions à l'intérieur de la communauté. Donc, tout l'aspect de la structure sociale pouvait avoir un effet. Ensuite, on parle des enjeux sociaux et des agents de changement qui peuvent être appréhendés selon le degré, si on veut, de développement, selon les scénarios. Et ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. La communauté marquée par les saisons, marquée par l'isolement également, ce sont vraiment deux composantes qui sont ressorties chez eux et ils ont un besoin, ils auraient le goût d'avoir un développement social-économique beaucoup plus grand où ils pourraient participer. Donc, tous ces aspects-là ont été recueillis, ont été classés, si on veut, pour produire un portrait de la communauté qui a été validé lors de notre second séjour sur le terrain. Une fois qu'on a eu ce profil-là, on a poursuivi notre enquête où là, on voulait aller sur les aspects, les impacts appréhendés face à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures. Alors, pour nous aider à travailler, dans un premier temps, c'est vrai que je peux avancer ça ici, et voilà. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, lorsqu'on a travaillé avec les personnes, on s'est rendu compte que de leur demander quelle est votre appréhension des impacts, là, les gens avaient un peu de difficulté à mettre un impact ou un effet. Et lorsqu'on leur a dit, bien, à ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez à gagner ou à perdre en fonction de votre personnalité en tant qu'insulaire, en tant qu'île. Alors, les gens ont commencé à nous donner de l'information que nous avons regroupée sur la base notamment des 11 énoncés de profil. Une fois qu'on a fait ça, on a été capable de regrouper ensemble chacun des énoncés qu'on avait placés dans notre grille de saisie de données, si on veut. On a été capable de regrouper en termes des catégories d'impact du CIREC que nous avons utilisé, qui concernent 7 indicateurs ou 7 dimensions particulières, comme par exemple la santé, le bien-être, la qualité de l'environnement. Bon, vous êtes capable de voir l'économie, famille et communauté. Donc, pour chacun de ces items-là, on a été capable d'intégrer, si on veut, ou de placer des effets positifs et des effets négatifs selon les gens en fonction de ces points-là. Comme la qualité de l'environnement, pour eux, c'est un aspect qui est fondamental, ça fait partie de leur vie, donc ils sont très préoccupés. Alors, ils nous donnaient des éléments positifs et des éléments négatifs, autant pour le scénario avec développement que pour le scénario sans développement. Donc, ça a toujours été une démarche de va-et-vient entre le avec et le sans. Une fois qu'on a été capable de regrouper toutes les informations, encore une fois, on a validé les informations auprès des gens pour s'assurer qu'on ne disait pas des niaiseries ou qu'on interprétait les données d'une autre façon. Alors, les gens sont venus, ou du moins certaines personnes ont participé, et ils ont été capables de dire, oui, on s'y retrouve, nous, dans ce que vous avez mentionné. C'est certain que c'est pas tout le monde était d'accord avec le 100%, mais c'était pas non plus 100% qui était contre tout ce qu'on disait. Donc, on a été capable, à partir de
d'une technique où, selon plus qu'il y avait de monde qui nous disait que oui, OK, cet élément-là, pour nous, c'est important, bien, pour nous, ça devenait la plupart des répondants. Là, on ne parlait pas au niveau de l'ensemble d'Anticosti, mais on parlait vraiment au niveau de l'ensemble des répondants qu'on a interviewés, avec qui on a travaillé. Je pense que entre la première rencontre qu'on a eue et la dernière rencontre qu'on a eue pour justement essayer de traiter des capacités d'adaptation et de résilience de la communauté anticostienne, on a eu une très bonne écoute, une très belle participation de la part des Anticostiens. Le dernier séjour, on a rencontré plus de 71 personnes sur une communauté d'à peu près 200. C'est quand même significatif, je pense. C'est presque la moitié de la population qu'on a rencontrée. Et ça exclut les enfants, ça exclut ces gens-là. Donc, on a été quand même capable de rencontrer beaucoup de personnes qui nous ont donné leur point de vue et ont pu valider et invalider, ou du moins bonifier, tout le savoir que nous étions en train d'accumuler avec eux. Lors de la dernière période de terrain, on a travaillé davantage sur les enjeux de développement, les défis. On a travaillé également sur les forces et les faiblesses de la communauté, les opportunités également, comme un modèle, dans le modèle de force, faiblesse, menace, opportunité. Donc, on a travaillé un peu dans cette optique-là avec eux et on est en train de terminer, justement, on est en train de mettre la touche finale à notre rapport qui devrait être bientôt disponible sur le web pour être consulté et pour voir qu'à quelque part, ce n'est pas si facile que ça pour les gens d'imaginer un risque, parce qu'on parlait d'impact social, mais on parlait également de risque, parce que là, on n'a pas de certitude sur pas grand-chose. Ils ne savaient rien, là, les gens. Donc, il y avait la notion de risque, il y avait la notion d'impact, il y avait la notion de changement. Donc, on a vraiment travaillé à ce niveau-là. Alors, c'est un document donc, qui va être déposé bientôt et que vous pourrez consulter. Alors, je vais enchaîner avec un dossier que je suis un petit peu moins à l'aise parce que c'est pas moi qui l'a rédigé, mais ça concerne le document de M. Papillon sur la participation des communautés autochtones dans les débats entourant les hydrocarbures. Ça a été, dans un premier temps, M. Papillon a présenté un cadre théorique, si on veut, comment est-ce que ça se faisait que la participation, quels étaient les différents mécanismes de participation auxquels les Autochtones pouvaient utiliser ou avaient utilisé ou utilisent actuellement avec le gouvernement et le promoteur. Alors, il y en a identifié 4. Alors, les 4 vont être présentés dans quelques minutes. Et ensuite, il a tenter de regarder plus précisément en Colombie-Britannique et en Alberta comment est-ce que ces questions-là étaient traitées, histoire de documenter des bons coups, si on veut, ou des coups intéressants auxquels des gens pourraient apprendre des choses ou ici, peut-être au Québec, apprendre de certaines bonnes pratiques. Donc, les principaux constats que M. Papillon arrive, c'est que, dans un premier temps, les Autochtones, il y a une reconnaissance de leurs droits, des droits par les tribunaux et via les traités. Donc, dans certains cas, notamment en Colombie-Britannique, il n'y a pas de traité, mais il y a beaucoup d'Autochtones. Et en Alberta, il n'y a pas reconnaissance de l'État des traités antérieurs. Donc, ça crée des éléments différents. Il faut tenir compte de la planification. Donc, pour M. Papillon, les expériences qu'il a été capable de démontrer dans son étude, c'est que c'est bien beau vouloir faire participer les Autochtones, mais s'ils ne sont pas intégrés dès l'amont du processus de planification lui-même, ça risque de créer des tensions et même que les gens vont débarquer du processus. Ensuite, que les Autochtones cherchent davantage de techniques ou du moins d'approches où ils peuvent partager, si on veut, les bénéfices entre les membres de leur communauté, mais également participer aux prises de décision. Alors, M. Papillon présentait justement ces aspects-là ici. Donc, et voilà.
et il présentait des cas où on avait déjà des bénéfices de partage de bénéficier d'un partage de bénéfices et participer à la prise de décision. Il y a des communautés qui sont déjà impliquées, mais moi, je vais laisser M. Dupuis répondre si jamais il y a des questions là-dessus. Donc, les modes de participation qui ont été principalement documentés par M. Papillon, il y en a 4. Il y a la consultation, les ententes et les répercussions et les avantages. Donc, dorénavant, je vais parler des ERA. Le partage de redevances et le soutien à l'entrepreneuriat. Comme je le mentionnais, il a été sur le terrain. Il a documenté ses propos également avec des études de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Lorsqu'il parle de la consultation, ce qui est intéressant, c'est que... oui, il me reste combien de temps? Je pense que vous avez déjà dépassé Déjà? un petit peu. Mais allez-y encore pour OK. quand même, c'est un sujet qui est important. Oui. Mais j'ai-tu 5 minutes encore? 5 minutes, 5 minutes? Mais soyez conscients qu'il en reste juste 5. Hein? Il en reste? 5 minutes, puis quitte à ce qu'on réponde aux questions. Oui. J'en ai des questions ici qui viennent de... Déjà? OK. Donc, la participation des Autochtones, au niveau de la consultation, par exemple, c'était de prévoir qu'elle soit prévoir adaptée aux communautés dans lesquelles elles allaient avoir lieu et que ça découlait notamment des droits ancestraux qui étaient reconnus dans les différents traités. Et il associait davantage cet aspect-là de consultation à la prise de décision à l'intérieur des mécanismes de consultation. Il parle également des ERA, où, à ce moment-là, c'est plus une interaction qu'il va y avoir entre le promoteur et les Autochtones qui vont déterminer ensemble entre eux les éléments compensatoires qui vont permettre de rendre acceptable le projet pour la communauté, leur communauté. Et ça traite davantage des aspects économiques et très peu des aspects sociaux, c'est ce qui semblait ressortir de l'étude, et que ça avait plus une logique de compensation davantage que la consultation qui était pour des prises de décision. Au niveau de la compensation, Monsieur Papillon parle des redevances, le transfert des redevances, où il faisait remarquer que dans certains cas, les communautés étaient très heureuses et dans d'autres cas, moins heureuses, parce que ça permettait, ou du moins ça risquait de créer des gagnants et des perdants entre certains groupes autochtones, puisqu'il allait avoir comme négocié à la pièce les ententes entre eux et que ça pouvait générer des tensions internes. Juste pour revenir sur les ERA, c'est plate que j'ai oublié de dire ça, mais parce que là, je me sens pressé un petit peu, c'est que le modèle est davantage perçu comme moins transparent puisque ça se fait entre une compagnie et entre des Autochtones. Donc, il y a comme un volet à l'intérieur de ça qui est critiqué selon les auteurs et les personnes qui sont concernées. Ensuite, le soutien à l'entrepreneuriat, qui est un autre moyen pour faire participer les communautés à leur développement. Mais la principale critique de ce type de programme-là, c'est que comme ça demande beaucoup de capital pour devenir des vrais partenaires avec les compagnies, bien, on remarquait que les Autochtones ne pouvaient pas développer une certaine filière, certaines entreprises, mais des petites entreprises et non pas des grosses entreprises qui pouvaient être, comme par exemple, devenir des vrais partenaires d'affaires avec des multinationales. OK. Alors, ce que l'on peut conclure avec... je n'ai pas les mêmes acétats. OK.
Là, c'est les conclusions. Ah oui. Donc, le mode de participation, lui, il mentionnait, il conclut son étude là-dessus sur les modes de participation sont complémentaires et doivent s'inscrire dans une approche globale visant à favoriser les partenariats avec les peuples autochtones et non pas juste aller vers le juridique et le légal, puisque ça peut entraîner des mauvaises relations entre le gouvernement et les Autochtones. Ouf, OK. Donc, les études qui vont être présentées, qui vont être rendues disponibles sont les suivantes. Il y a déjà M. Gauthier, l'inventaire territorial, qui est déjà accessible sur le site. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Plante. Bon, ben alors, écoutez, on va y aller justement avec une question de notre monsieur de Betty-Amit. Il est revenu avec 2 questions. Alors, je vais essayer de vous les intégrer, puis vous allez peut-être nous donner une réponse, monsieur. Alors, donc, sa première question, sa question tourne autour de... ce qu'il veut savoir, c'est jusqu'à quel point les droits ancestraux d'utiliser le territoire dans la quiétude seront respectés. Et il a acheminé une deuxième intervention qui est peut-être plus explicite cette fois-là. Alors, je vous la lis. Il dit « Mon inquiétude est grande quant au projet de fracturation sur l'île. Je sais que les chefs Inuits seront approchés et je tiens à préciser que nos droits ancestraux ne se limitent pas au conseil de bande. Les ententes monétaires de dédommagement ne m'intéressent pas car l'argent ne remplacera pas ma quiétude lorsque je suis sur l'île. Mes territoires ne sont pas dans le parc national d'Anticosti ou dans la réserve écologique du Grand Lac Salé et je m'inquiète en voyant la carte ATRA 01, entre autres, sur le réseau de collecte et l'usine. Ma question est donc la suivante. Pour éviter des poursuites en justice ou toute autre action, est-ce que les promoteurs du projet s'engagent à instaurer des zones tampons pour qu'en tant que chasseurs-pêcheurs des Premières Nations, nous puissions conserver la tranquillité des lieux, avoir la sécurité auquel nous avons droit et également que nos ressources soient protégées. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre ça juste au pied de la lettre. Jusqu'à quel point donc les Autochtones qui utilisent le territoire seront assurés de voir leurs droits ancestraux protégés? Allez-y, monsieur. D'accord. Il y a 2 façons de prendre en compte les droits. Un petit peu plus fort. Il y a 2 façons de prendre en compte les droits qui sont revendiqués sur un territoire donné. La première façon, qui est la meilleure, c'est par le biais de la négociation et la conclusion d'ententes qui permettent de convenir de mesures de disposition d'exercice des droits. C'est la meilleure façon, c'est la façon optimale. Par contre, son désavantage, c'est que ça requiert du temps. Et puis, malheureusement, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'entente convenue et conclue visant le territoire d'Anticosti. Dans l'intervalle, les droits revendiqués sont quand même pris en compte par le biais des obligations, du devoir de consultation qui nous incombe selon les jugements de la Cour suprême. Donc, à travers ces mécanismes-là, les communautés autochtones concernées qui ont des droits revendiqués sur le territoire d'Anticosti seront consultées avant que le gouvernement prenne des décisions qui pourraient affecter ces droits-là. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que par des ententes, là, parce que c'est là-dessus que le monsieur atterrissait, éviter des poursuites, que les promoteurs du projet s'engagent à instaurer des zones tampons pour qu'en tant que chasseurs-pêcheurs, nous puissions conserver notre tranquillité. Il n'y a rien qui oblige à ça. C'est ça que vous dites là. Hein? C'est vrai, puis là, j'ai répondu en fonction du gouvernement. Comment le gouvernement traite la question des droits, c'est par le biais de la négociation ou de la consultation en l'absence d'entente. Par contre, les promoteurs, c'est autre chose. Comme M. Papillon relatait, il y a quand même la possibilité, et le gouvernement les encourage, de conclure des ententes entre les promoteurs et les communautés autochtones concernées. D'accord. OK. Bon, voilà. Alors oui, Madame Parent. Oui, alors ma question concerne les communautés autochtones. Vous voulez encore une fois répéter votre nom? Madame Marie-Hélène Parent. Voilà. Citoyenne. Ma question concerne les communautés autochtones et l'acceptabilité sociale, finalement, l'acceptabilité face à ces projets. Quand on parle de population autochtone, comment est-ce qu'ils sont approchés? Est-ce que c'est
des ententes qui sont faites avec les conseils de bande? Est-ce que c'est comment je dirais, dans une évaluation qui est fait, un processus qui est fait auprès de la population comme tel? Alors, donc, est-ce que le canal, c'est le conseil de bande ou si vous allez directement... Je laisserai M. Dupuis Allons-y. répondre. Oui, c'est le conseil de bande. C'est vrai, M. de Pessamit avait ce volet-là dans sa question aussi. Je peux comprendre qu'il préférerait un degré de communication, de pénétration plus profond, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Pessamit, par exemple, une communauté de 3000 personnes, Ouachat, 4000, ce n'est pas possible pour le gouvernement ou les promoteurs d'aller rencontrer chacun des individus et des membres des communautés en question. Alors, on utilise les structures de représentation qui sont les conseils de bande. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'acceptabilité, des processus d'acceptabilité sociale dans des communautés comme Anticosti à Port-Meunier, là, on fait des efforts pour rencontrer les citoyens, d'après ce que je comprends. On fait des présentations, on fait des entrevues, on pose des questionnaires, mais pour les communautés autochtones, il n'y a aucun processus. On s'en remet au conseil de bande. Le fait qu'on s'en remette au conseil de bande ne signifie pas qu'il n'y a pas de processus. Au contraire, il y a des processus plus forts puisqu'on a des obligations constitutionnelles envers la communauté autochtone, ce qui n'est pas vrai envers la communauté allochtone. Mais oui, effectivement, notre interlocuteur, c'est le conseil de bande dûment élu. Mais quand vous parlez de processus plus fort, donnez-nous un exemple. À quoi vous faites allusion? On a des obligations juridiques à l'égard des communautés autochtones, ce qui n'est pas vrai à l'égard de la communauté non autochtone. Comme les redevances. Comme La consultation, par exemple. la consultation. C'est un effort volontaire, puis il n'y a pas d'encadrement juridique à l'égard des communautés non autochtones. Alors, pour les Autochtones, il y a des jugements de la Cour suprême, et puis il y a une politique gouvernementale en cette matière. Et d'ailleurs, je pense que dans le cadre de la consultation qui s'en vient, à compter du 16 novembre, il va y avoir une opération faite auprès des communautés autochtones. Hein? Et non pas des conseils de bande. Oui. Oui, allez-y, madame. C'est ça. De quelle communauté autochtone on parle dans la situation du golfe, finalement, d'Anticosti? Parce que finalement, depuis le début de l'ES Hydrocarbures, je n'entends parler que d'Anticosti. Alors, je vais m'en tenir. Ma question va concerner Anticosti. De quelle communauté autochtone est-ce qu'on parle quand il s'agit d'Anticosti? Oui, monsieur. Les décisions sont prises au moment où on devra poser des gestes de consultation. Donc, avec le gouvernement, il y a des décisions à prendre. Des analyses devront être faites pour identifier les communautés qui devront être consultées pour éclairer le gouvernement avant de prendre sa décision. Mais à première vue, de façon générale, ce qu'on connaît, c'est principalement, sans doute, les Inuits et les Micmacs qui sont concernés. Ça va? Oui. Mon autre question, c'est concernant aussi l'acceptabilité sociale. Plus fort, madame Parle. Mon autre question, Oui, c'est concernant l'acceptabilité sociale. Mais plus précisément, Anticosti, Port-Meunier. Pourquoi favorise-t-on un processus de consultation auprès d'une population de 200 personnes pour ce qui est d'une exploration d'hydrocarbures sur une île qui fait 33 000 km et qui est la grandeur de la Pologne, comme vous dites, et qui fait partie finalement devrait faire partie de la politique énergétique du Québec, devrait être, finalement, c'est la population du Québec qui devrait être consultée, à mon avis. Alors, le parti pris de consulter 200 personnes sur cette île est pris où? Moi, je laisserai Claude répondre à cette question-là. Oui, monsieur Charland. Alors, je pense que c'est lui qui va venir répondre. Allez-y. C'est une démarche gouvernementale qui a ciblé Anticosti parce qu'il y avait un volet spécifique, à savoir s'il y avait 3 questions pour Anticosti. Est-ce qu'il y a du potentiel? 2, est-ce qu'il est économiquement, commercialement exploitable? 3e question, dans quelles conditions et dans quel impact, compte tenu de la biodiversité, compte tenu de la situation géographique de l'île, compte tenu de ses particularités, est-ce qu'on peut envisager, si oui, à quelles conditions ou pas, une exploitation éventuelle des hydrocarbures sur l'île? Et une des dimensions très importantes, c'est l'acceptabilité sociale.
Les anticostiens concernés au premier chef par ça ont été consultés dans le cadre d'études qui ont été commandées pour les évaluations environnementales stratégiques pour connaître leur point de vue, leurs valeurs, leurs aspirations et leurs préoccupations. Et donc, dans ce cas-là, il y a eu une étude spécifique qui est en cours, que M. Plante est en train de terminer, parce que c'est les gens qui sont directement concernés par cette question-là. Donc, si je comprends bien, ça reviendra à 200 personnes qui vivent sur l'île de prendre la décision. Je ne pense pas que ce sera à 200 personnes de prendre la décision. Madame Parent, en tout respect, la décision à la fin va être prise par le gouvernement sur la base des connaissances, des informations qu'on aura accumulées tout au long des processus d'évaluation. Mais l'opinion des 200 personnes vivant sur l'île va être considérée en première instance. Elle va être considérée parmi d'autres éléments, d'autres informations dont on a discuté depuis ce matin. Par rapport à l'acceptabilité sociale, est-ce que les pétitions entrent en compte? Les pétitions, est-ce que les pétitions... Est-ce que les pétitions citoyennes... C'est un facteur d'expression, d'évaluation d'une acceptabilité sociale à l'égard d'un projet. D'accord. Donc, les 128 000 signatures qui ont été faites pour la pétition contre les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent ont une valeur aux yeux du gouvernement en termes d'acceptabilité? C'est un élément parmi d'autres qui vont être pris en compte, comme le coût des investissements publics pour les infrastructures nécessaires, le potentiel de retombées économiques et fiscales pour le gouvernement, les impacts sur l'environnement Anticosti ou dans le Golfe. Okay. C'est un ensemble d'enjeux, de préoccupations qui vont être prises en compte. Et il y a un document qui explique ça? C'est-à-dire que ça va être le rapport final des deux ES. La première sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures, puis la deuxième plus spécifiquement sur les perspectives et les conditions dans lesquelles on peut ou ne pas autoriser l'exploration des hydrocarbures sur l'île d'Anticosti. Et l'ensemble des études, l'ensemble de la connaissance scientifique qui a été accumulée depuis plusieurs années sur le gaz de schiste, ces basses terres du Saint-Laurent, sur le Golfe, tout ça va être pris en compte. Donc, on ne parle pas de référendum sur la question de développement pétrolier sur Anticosti. Je ne me prononcerai pas au nom du gouvernement, madame. Je suis engagé comme sous-ministre avec l'ensemble de mes collègues de 2 ministères dans un mandat, dans une recherche d'avoir le maximum de connaissances scientifiques rigoureuses pour éclairer la prise de décision du gouvernement. Je ne suis pas en mesure de vous demander ou de vous préciser si oui ou non ça prend un référendum. Et dans vos études on est dans un plan d'action. L'opinion des citoyens québécois en dehors de l'île d'Anticosti sera une donnée importante? Quand on parle d'acceptabilité sociale, madame, un des premiers critères, c'est l'acceptabilité sociale dans la communauté d'accueil d'un projet. Pourquoi? Qu'elle soit autochtone, parce que ce sont les gens qui sont le plus directement impactés ou affectés dans leur vie au quotidien. Mais je pense qu'il y a un élément qui est important, puis vous allez sûrement être d'accord avec moi. Il y a une consultation publique qui s'engage, là. Elle va s'engager un peu partout à travers le Québec. Il y a des séances qui sont prévues autant dans la région de Montréal qu'en Anticosti que sur la Côte-Nord. Oui, vous remarquerez que je suis la seule citoyenne ici. Parce que les gens travaillent habituellement. Hein. Ils n'ont pas le temps de lire 64 000. Ça, vous avez raison. Ça, c'est vrai que c'est tout un défi. Oui. Ben, on va essayer d'évaluer, en tout cas, combien est-ce qu'on a eu de participants sur le web. Mais à travers la consultation publique, et quant à moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de Québécois et Québécoises qui vont y participer, il y a normalement des opinions qui vont s'exprimer, qui vont venir de l'ensemble de la population du Québec, ou en tout cas des gens qui vont dépasser les limites de l'île d'Anticosti. Et alors, vous verrez, j'imagine, dans le rapport qui sera fait de cette consultation-là, quels sont les éléments que retiennent les équipes du ministère qui sont allées consulter la population. Mais là, il y a un exercice, là. Et j'en profite là, aussi pour le dire aux gens qui sont à l'écoute sur le web. On est en séance d'information, mais l'autre étape est très importante. Il faut venir dire ce que vous pensez. Il faut venir donner votre avis sur les enjeux. Il faut venir dire ce que vous pensez que devraient être les orientations du gouvernement. Merci.
Avant de vous passer la parole, là, je commence à avoir aussi des questions qui viennent du web. Pour vous, M. Gauthier, M. Jean-Patrick Toussaint, qui est de la Fondation David Suzuki, il dit « J'ai peut-être manqué cette information dans votre présentation, mais j'aimerais bien saisir ce que vous entendez par sensibilité quand vous avez parlé des aires de sensibilité. Cela réfère-t-il seulement au nombre d'usages trouvés par unité du territoire? Comment avez-vous déterminé vos seuils de sensibilité? Extrêmement sensible, très sensible, peut-être un petit peu sensible? » Bon, merci pour la question. Somme toute, au départ, nous avions une carte montrant la répartition des différentes couches, des nombres de couches qui apparaissaient dans tout le territoire. Donc, on a dit que c'était 12 au maximum. Et dans un premier temps, on a utilisé une méthode d'analyse statistique pour déterminer quels seraient les seuils avec les fréquences de chaque pixel à l'intérieur de chaque catégorie. Et donc, cette sensibilité-là, on part de l'hypothèse que plus il y a d'usage à l'intérieur d'un pixel, plus on risque de déranger, de perturber les usages qui sont à l'intérieur de ce pixel-là. En ce qui concerne la sensibilité, nous avons déterminé que cette carte de la sommation des couches, plutôt, servirait de base, mais que tous les pixels qui correspondaient à ce que j'ai dit tout à l'heure, où il y avait des sites patrimoniaux, des aires protégées, ils sont déjà considérés, peu importe le nombre de couches qu'il y a, sont considérés comme étant des pixels auxquels il ne faut pas toucher. Alors, sites patrimoniaux, aires protégées, espaces urbanisés, espaces de villégiature, réserves autochtones et les colonies et aires de concentration d'oiseaux marins. Si bien que là, on a, je pense qu'on a vu 8% de l'espace du territoire qui est constitué de cela. Par la suite, il y a Donc, de zones auxquelles il ne faut pas toucher. C'est ça, protégées. Par la suite, il y a des pixels qui restent non protégés, si on veut. Mais on a toujours l'information sur la sommation des couches qui nous permet de dire qu'ailleurs, il reste quand même 12 couches, mais parmi les 12 couches qui sont là, il n'y en a aucune qui font partie des 5 ou des 6 points dont je vous ai parlé. Mais... Donc, on a fait une classification, à nouveau, des pixels qui sont extérieurs à ce qui devrait être protégé totalement. Et on a fait une autre catégorisation basée aussi sur les analyses statistiques et les analyses de fréquence. Est-ce que les gens qui vont consulter les cartes, parce que là, ça va circuler sur le web, est-ce qu'à travers vos fiches de couleurs, ils peuvent quand même attribuer à des territoires donnés un qualificatif de très sensible par rapport à sensible? Absolument, parce que les cartes que je vous ai montrées, on a une carte générale, mais pour chaque MRC, donc c'est agrandi pour chaque MRC. On a l'information pour chacun des kilomètres carrés qui composent cette MRC-là. D'accord. Une autre question qui vient de M. Léonard Chevrier sur le web. Alors, il revient à, pensez-vous, M. Plante, qui avait parlé de faire participer les communautés à leur développement. Quand vous avez utilisé cette phrase-là, elle faisait référence à quel type d'exercice que vous aviez fait? Parce que lui, il dit ici, pourquoi pas investir dans des énergies renouvelables, d'où l'on sait qu'il y a plus d'emplois par million que le nombre investi, que le nombre d'emplois créés par les hydrocarbures, d'après lui. Alors, donc, quand vous avez fait l'exercice et qui vous a permis d'identifier l'importance pour les gens de participer à leur développement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il y avait autour? Est-ce qu'on parlait du développement qu'amèneraient les hydrocarbures ou si vous avez regardé différentes hypothèses de développement?
En fait, ce qu'on regardait, nous, notre mandat, il était très clair. Bien, il était très clair. Il était assez clair, en tout cas, pour pouvoir dire que nous, on travaillait sur la base de deux scénarios. Est-ce que s'il y a l'exploitation et l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur l'île d'Anticosti, quels seraient les impacts positifs et négatifs et quelles seraient les forces de la communauté, les faiblesses de la communauté dans un contexte comme celui-là? D'accord. L'autre question qu'on leur posait, c'est s'il n'y en a pas, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses pour être capable de vous développer pareil? Parce que les gens nous le mentionnaient, ils nous disaient, nous, on veut quand même avoir de l'emploi. On veut travailler. Alors, c'était des réflexions. Étant donné que le mandat n'était pas de faire un plan d'action avec eux, bien là, c'est certain qu'à un moment donné, on arrêtait de fouiller. De fouiller. L'important, c'était d'avoir leur représentation des risques que cela pouvait amener chez eux d'avoir ce type de développement-là, sur toutes les facettes, que ce soit au niveau social, au niveau... Parce que nous, on avait le social, il est très transversal. Hein? On ne pouvait pas juste parler de, ben là, on va juste parler de la cohésion sociale. Il y a quand même, les gens avaient des préoccupations environnementales qu'ils voulaient nous partager, des préoccupations économiques, des préoccupations psychologiques, des préoccupations environnementales, de gouvernance également. Donc, ils étaient capables de s'exprimer à tous ces niveaux-là. Donc, l'aspect développement, c'était davantage comment est-ce qu'on pourrait, nous, contribuer à ça. Alors, nous en tant que représentants ou participants des gens, participants à l'étude, parce que je ne voudrais pas généraliser à l'ensemble de la communauté tous les résultats, étant donné que dès le départ, un des éléments qui était mentionné, c'était la division par rapport aux gens il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Le développement de la filière. Oui, exactement. Et donc, ceux qui sont pour, des fois, ils ont de la difficulté à se faire accepter par rapport à ceux qui sont contre, et ceux qui sont contre. Donc, il y a tout un jeu à l'intérieur de la communauté qui n'est pas nécessairement évident. D'accord. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait l'hypothèse du développement de la filière des hydrocarbures, puis il y avait pas nécessairement de développement alternatif. Non. Il n'y avait pas de développement de l'hydrocarbure. Les compagnies n'étaient pas là et on était dans une situation actuelle où il y a le tourisme est en décroissance, la population est en décroissance, avec des conditions que les gens ont dit, oui, nous, c'est notre situation actuellement. Alors, les gens ont dit, si on part de ce point-là, c'est 100. Parce que là, on ne peut pas dire on ne veut pas l'hydrocarbure, mais en même temps, on veut garder certaines autres affaires qui font notre affaire dans la même... Alors, les gens ont décidé c'était avec ou sans, et sans incluait vraiment la filière au complet. Là. D'accord. Monsieur? Oui, c'est dans Chambaud, de la Coalition Saint-Laurent. On est dans le chantier aspects sociaux. Oui. Je pense que c'est peut-être important de faire un tour dans la salle puis constater qu'il y a 2 citoyens présents, Mme Parent et moi-même. Moi, je trouve que c'est déplorable et on peut se poser des questions. Pourquoi? C'est un enjeu qui nous concerne tous, un enjeu très important. Et mon réflexe, c'est de faire référence à 2 ES dans le passé auxquels j'ai participé là, à toutes les étapes de ces ES-là, celle de Génivard sur le golfe du Saint-Laurent côté québécois et celle de Terre-Neuve, la partie terre-neuvienne du golfe. Et on était des allées-lumière de ce qu'on voit présentement. Dès le départ, les citoyens ont été impliqués dans le cadrage des ES, c'est-à-dire définir des balises de l'ES. On a consulté, moi je parle pour Terre-Neuve, on a consulté les citoyens des 5 provinces. Imaginez, ils se sont promenés, ces gens-là, sont allés en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, sont allés à plusieurs endroits au Québec pour présenter le projet et recevoir des commentaires. On a commenté l'étude préliminaire, on a commenté l'étude finale. Terre-Neuve a même reporté d'1 mois et demi le dépôt des mémoires pour accommoder les pêcheurs des îles de la Madeleine. Ça, il faut le faire. On a traduit en français les documents. Et ce qu'on voit aujourd'hui, la question que je me pose, j'en viens à une question. Compte tenu des prix aussi bas du pétrole et du gaz présentement, qu'est-ce qui pressait autant de faire une ES qui se déroule aussi rapidement? C'était quoi l'urgence?
Je trouve, puis des EES aussi, il faut mentionner qu'il y a des balises internationales qui chapeautent ça. Et ce n'est pas pour rien que le ministère de l'Environnement, présentement, a une consultation sur la refonte de la loi sur la qualité de l'environnement. Ils veulent inclure les EES comme un élément qui soit légal, qui soit chapeauté par des articles de la loi au Québec, pour pas que ça soit fait de n'importe quelle façon. Dans l'EES, actuellement, on n'a eu aucun mot à dire sur le cadrage de l'EES. On n'a aucun mot à dire sur... On a appris ce matin qu'on ne pourrait pas commenter le rapport final. Et tout est parachuté en quelques jours, je dirais jours. C'est assez... Je pense que votre question, elle est très claire. Pourquoi on doit aller aussi rapidement dans la fabrication, d'une part, de l'EES, mais aussi dans la participation publique autour de la question, de ces questions-là? Est-ce qu'on a une réponse? Moi, je n'ai pas de réponse. Monsieur s'est adressé aussi aux gens de la salle. Ouais. Pardon? Monsieur s'est adressé aussi aux gens de la salle. Oh, oui. C'est une question qu'on pourrait tous se poser. Et l'absence de réponse est en soi une réponse aussi. Merci. Alors, on arrive au terme, effectivement, de cette séance d'information. Et je voudrais vous remercier d'avoir été là. Remercier aussi les gens qui nous ont suivis sur le web, parce qu'il y en a plusieurs qui sont revenus à la charge avec des questions à quelques reprises. Merci de l'avoir fait. Il faudrait peut-être en profiter pour vous dire que la webdiffusion va être disponible. Je pense que Mme Tremblay, la sous-ministre du ministère de l'Environnement, va en parler. D'ailleurs, je lui laisserai le mot de clôture de cette séance d'information. Quant à moi, merci encore d'avoir été là. D'abord, j'aimerais remercier tous nos experts, M. Bouchard, Mme Plourde du chantier environnement, M. Dussault du chantier technique, M. Audette qui a représenté le chantier économie, Mme Marcelis qui a été la bonne ambassadrice du chantier transport, M. Plante et M. Gauthier pour le chantier société et leurs équipes respectives. Pour leur présence, leur présentation, je pense que nous avons été extrêmement privilégiés d'avoir accès à l'ensemble de ces informations-là aujourd'hui. Leur ouverture, leur disponibilité pour répondre aux questions qui ont été posées à la fois dans la salle, mais également aussi sur le web. J'espère que cette séance d'information d'aujourd'hui, il faut voir que c'est vraiment juste le début des consultations. En fait, avec cette séance-là, ce qu'on voulait, c'était vraiment donner l'information sur les études, sur la démarche, sur le processus, mais les véritables consultations publiques, elles vont commencer à partir du 16 et elles débutent dès aujourd'hui sur notre site et sur notre blog. Donc, aujourd'hui, finalement, c'est vraiment mettre la table avec les informations pour être capable d'avoir cette discussion-là constructive à la grandeur du Québec. Nos objectifs sont vraiment de connaître vos préoccupations, identifier les lacunes, ça a été amené par l'ensemble des experts. Donc, toute cette démarche-là de bilan, d'acquisition des connaissances, d'être capable d'aller chercher les études complémentaires. Et on voit déjà, à la lumière des présentations qui ont été faites aujourd'hui, qu'il y a des questions qui restent en suspens. Il va y avoir des choses qu'il va falloir documenter suite aux préoccupations qui vont être soulevées. Et ça va nous permettre de bonifier les travaux et, par conséquent, les rapports finaux des EES. Je vous rappelle, comme Mme Roy l'a fait, que les séances d'aujourd'hui ont été à cet effet-là et dans cet objectif enregistrées. Alors, vous pourrez réécouter toute la journée ou encore le faire en bloc en fonction des différents chantiers de vos centres d'intérêt. Je vous mentionne également que si vous allez sur le site gouvernemental des hydrocarbures, vous trouverez également les documents synthèses qui ont été présentés aujourd'hui, donc le court, le long,
les études, là, donc les 44 qui sont dès maintenant publiques, les autres pour lesquels on fait un blitz et contente de mettre très rapidement au cours des prochains jours en ligne, mais également les autres éléments qui ont servi au bilan des connaissances. Je mentionne les EES, celles en milieu marin, donc la première sur le golfe du Saint-Laurent, la deuxième sur les bassins anticosti de la Madeleine, baie des Chaleurs, celle sur le gaz de schiste. Donc, l'ensemble de l'information est là pour vous aider à nous faire des commentaires ou à déposer des mémoires. Je vous rappelle également les dates des consultations. 2 équipes seront sur le terrain. Donc, le 16 novembre, Montréal, Port-Meunier. 17 novembre, Bécancour et Gaspésie, donc Gaspé. 18 novembre, Québec, Cap-Meul. 19 novembre, Sept-Îles. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre la parole et déposer un mémoire, que vous avez jusqu'à 4 jours avant la séance pour vous inscrire. Toutefois, on accepte les mémoires, vos commentaires jusqu'au 20 novembre sur notre site sans problème. C'est d'ailleurs sur ce même site que nous publierons les 2 réponses pour lesquelles il y avait des questions qui sont restées en suspens ce soir et sur lesquelles nous donnerons suite. Donc, en terminant, je tiens à remercier Mme Louise Roy qui nous a guidés tout au long de la journée, ainsi que notre équipe technique qui a fait en sorte que les choses sont allées rondement, en vous donnant rendez-vous sur notre site ou encore en personne lors des différentes séances de consultation pour poursuivre cette discussion que nous avons à peine amorcée aujourd'hui. Merci de votre présence et bonne fin de soirée. Merci.